Bonjour à tous, il est 18h. Merci d'avoir choisi 8 Mont Blanc. Nous sommes en direct pour le dernier journal de la semaine. Et voici les titres de ce vendredi 7 mai. Elle accueille plus d'1 million de passagers par an. La gare lacustre d'Évian est en pleine rénovation. Le bâtiment date des années 70 et ne correspond plus au flux de voyageurs qui ne cesse d'augmenter. Précision dans ce journal. Les terrasses rouvriront si tout va bien le 19 mai. C'est la deuxième étape du déconfinement annoncé par le gouvernement. Les restaurateurs sont sur le pied de guerre pour être prêts. Luc Aruche les a rencontrés à Ivoire et à Chambéry. La gare lacustre d'Évian va faire peau neuve. Devenue vétuste, elle va être en partie démolie puis reconstruite pour améliorer les flux de passagers. Le chantier a démarré début avril et se terminera en 2022. L'embarcadère sera alors aux normes pour accueillir le nouveau bateau de 700 places de la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman. Coût total de ces travaux, 2,6 millions d'euros. Première visite de chantier. Le chantier va durer 1 an. Évian rénove son embarcadère. Le bâtiment datant des années 70 va faire peau neuve. Seul le squelette sera conservé pour réaménager l'intérieur et moderniser l'extérieur. Le quai, lui, va être abaissé de quelques centimètres. Aujourd'hui, on a dû décaler l'accostage des bateaux sur le ponton du casino, le temps de déconstruire le quai actuel pour l'adapter. Donc en fait, on doit le descendre d'une quarantaine de centimètres pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec le nouveau bateau qui va arriver courant 2022. Le nouveau bateau de la flotte de la CGN aura une capacité de 700 personnes et fera 7 allers-retours supplémentaires par jour entre Évian et Lausanne. Les passagers donc rentreront dans la gare par la façade principale, accéderont donc au bateau par le quai que nous allons déconstruire partiellement et reconstruire. Et lorsque les bateaux accosteront, donc on pourra gérer une entrée et une sortie avec la sortie des passagers qui va se faire sur cette nouvelle passerelle qui va être construite la courant du printemps, début d'été. L'idée c'est quand même que pour fin septembre, début octobre, on puisse ramener les bateaux à l'abri de la digue et faire en sorte qu'on limite les risques de non-desserte vis-à-vis des conditions météo. Les délais devraient être tenus malgré une découverte qui retarde les travaux. Un cygne a établi ici son nid pour couver. Pour ne pas le déranger, la ville a donc pris la décision de décaler la démolition d'1 mois. Avec ce chantier d'un coût total de 2,6 millions d'euros, Évian passe une nouvelle étape dans la modernisation de son front de lac. La rénovation de cette gare lacustre fait partie d'un projet plus global qui est l'aménagement complet des quais et aussi de travailler avec l'intermodalité, puisqu'en fin de compte, le port d'Évian, c'est la plus grosse porte d'entrée en France au niveau lacustre. À aujourd'hui, on a plus d'1 million de passagers par année et les perspectives font que cette proportion va augmenter de 50% aux alentours de 2030. On devrait être en capacité d'accueillir 1,5 million de passagers par an. La nouvelle gare devrait être complètement terminée dès le début de l'année 2022. Et nous restons sur les bords du Léman pour un autre chantier, un chantier d'envergure à Thonon qui vient de se terminer. Le niveau de tension a été augmenté sur le réseau électrique. Il passe de 15 000 à 20 000 volts. L'objectif est double. D'une part, sécuriser le réseau qui est ainsi capable de supporter davantage d'énergie. Il répond donc mieux aux besoins actuels. D'autre part, la tension est harmonisée, ce qui permet de mieux prévenir les incidents. Les travaux d'un coût total de 200 000 euros ont mobilisé plus d'une vingtaine de salariés pendant plusieurs semaines. Le directeur territorial d'Enedis nous explique cette intervention au micro de Marine Schneider. Le passage de 15 000 volts à 20 000 volts a nécessité de faire en sorte que tous les ouvrages étaient compatibles avec cette nouvelle tension. C'est comme si chez vous, vous changez de format de standard sur Windows. C'est comme quand vous passez de iPhone 6 à iPhone 9. C'est de permettre effectivement que tous les équipements qui sont liés à ces standards soient en capacité donc de fonctionner, d'être compatibles. Et donc pour nous, le chantier, c'était de faire en sorte que depuis des années, dès qu'on posait des nouveaux câbles, du nouveau réseau, dès qu'on touchait à des équipements du poste de transformation, on s'assurait que ces équipements-là étaient compatibles avec du 20 kV. Et aujourd'hui, ou plutôt les 2 dernières semaines d'avril, nos équipes d'Enedis, donc nos équipes de Thonon, ont passé dans l'ensemble des ouvrages concernés. Il y avait 68 postes de distribution HTA-BT et donc ils ont passé dans ces postes-là et ils ont
tourner un commutateur qui permettait effectivement de passer de ces transformateurs de 15 000 à 20 000 volts. C'est de l'ordre de 1000 heures de travail, mais qui sont l'aboutissement d'investissements qui, eux, sont menés depuis 5 à 10 ans. Le secrétaire d'État chargé de la cohésion des territoires était en visite en Maurienne jeudi. Après son étape à Modane, dont nous vous parlions hier à propos du Lyon-Turin, il a fait escale à Saint-Jean-de-Maurienne. La commune a été retenue dans la convention Petite Ville de demain. Ce programme est conçu pour soutenir 1000 communes et intercommunalités de France entre 2020 et 2026. Un coup de pouce de l'État pour mener à bien des projets liés à l'habitat, au cadre de vie ou encore à l'aménagement du centre-ville. Pour le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, ces nouveaux crédits vont permettre de revitaliser certains sites incontournables dans la vie des habitants. Je vous propose de l'écouter. La place de la cathédrale qui va être réaménagée, c'est une place qui a pratiquement pas bougé depuis une cinquantaine d'années. Donc on voit qu'on bouge des codes, même si on garde une partie de la fonctionnalité, mais on vient accompagner, entre autres, l'ouverture, et vous avez pu le voir aussi, de l'église Notre-Dame, qui va être un lieu d'exposition, de spectacle, avec un parvis piéton en plein cœur de ville autour du clocher. Il y a une partie qui va être réalisée, je dirais, à court terme, d'autres à moyen terme, et puis il y a des choses qui prendront un peu plus de temps. Je pense entre autres à l'îlot Saint-Joseph. Ce qu'on a souhaité, c'est préserver ce site, et vous avez vu quand même les remarques qui ont été faites. Il y a toujours un permis de construire, mais qui va s'annuler au mois de novembre, sur 300 logements avec 3 bâtiments. Aujourd'hui, on souhaite au contraire amener ce lieu, que la population puisse s'approprier ce lieu, donc garder des espaces vierges et les renforcer, puisqu'on ouvre une réflexion en tout cas sur un conservatoire de la biodiversité. Et puis il y a du bâti existant qu'on souhaite rénover. Là, c'est le bon exemple, et on est sur un travail un peu plus long terme avec tout l'enjeu du dispositif. Le procès de Nordal-Lelandais se poursuit devant la cour d'assises de Chambéry. Accusé d'avoir tué le caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, Nordal-Lelandais devait aujourd'hui s'expliquer sur le déroulement de la nuit du drame. Poussé dans ses retranchements par le président du tribunal, l'ancien militaire a conservé sa ligne de défense. Il a bien tué Arthur Noyer, mais de manière accidentelle selon lui. Reportage sur place de Sébastien Germain. Au lendemain d'une journée très éprouvante pour la famille d'Arthur Noyer, ce 5e jour du procès de Nordal-Lelandais était également très attendu. L'ancien maître chien âgé de 38 ans, accusé d'avoir tué le caporal Noyer, devait en effet une nouvelle fois s'expliquer sur le drame qui remonte à la nuit du 11 au 12 avril 2017. Pendant 2 heures durant, Nordal-Lelandais a donc répondu aux questions du président du tribunal, François-Xavier Manteau. Acculé, hésitant et presque chancelant, l'accusé n'a pourtant pas changé d'un iota sa ligne de conduite. Oui, il a bien tué Arthur Noyer, mais non, il n'avait aucune intention de lui donner la mort. Une version des faits qui laisse la partie civile toujours aussi dubitative. Je dirais qu'une seule chose, je crois comme tout le monde que je suis dans l'attente. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Le socle de sa vérité, c'est je lui ai donné la mort à l'occasion d'une bagarre. Pour une bagarre, il faut être au moins 2. Sauf que lui, il n'a aucune blessure. Enfin bon, je l'ai déjà dit, mais cela dit, il n'y a pas eu de bagarre. Et j'ai paniqué, je l'ai jeté. Voilà, bon, mais le président, ce matin, lui a bien fait comprendre, pourtant les choses étaient claires, que ce qu'il nous raconte, c'est de la poudre de perlimpinpin, quoi. Il y a absolument rien qui peut être crédible. Nordal-Lelandais a donc choisi de camper sur ses positions quant au déroulement de cette funeste nuit, même quand son avocat, maître Alain Jakubowicz, l'a enjoint à dire la vérité une nouvelle fois. Et pour ceux qui suivent le procès depuis le début, celui qui était assis dans le box des accusés depuis ce lundi évolue au fil des jours. Il avait travaillé son image, ça c'est évident. Il est apparu, je n'allais pas dire lumineux, mais en tout cas assez sûr de lui. Il a été piqué au vif par ses ex-compagnes. Là, on l'a senti pas mal d'agacement. Ça, c'était le jour d'après. Il s'est complètement effondré quand son meilleur ami, Nazim, est venu lui dire à quel point il l'aimait. Donc il a évolué tout au long de la semaine. Et là où on a retrouvé un Nordal-Lelandais face à des interrogateurs, que sont les magistrats, les policiers, là on a retrouvé quelqu'un d'extrêmement combatif et absolument impossible à contrarier dans le chemin qu'il a décidé de prendre, c'est-à-dire sa vérité.
Cette première semaine de procès s'achève donc sans que Nordal Lelandais ne se soit éloigné de son discours initial. Les audiences reprennent ce lundi avec notamment les auditions des experts. Nordal Lelandais encourt jusqu'à 30 ans de prison. Souvent montré du doigt pour ses émissions polluantes dans la vallée de l'Arve, SGL Carbone se veut aujourd'hui transparente sur ses activités. Le fabricant de produits à base de carbone et de graphite a tenu une conférence de presse sur le site de Passy, en Haute-Savoie. Objectif, présenter sa première étude de surveillance environnementale mise en place en 2020. L'entreprise, qui réalise plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, a investi plus de 15 millions sur 15 ans pour limiter son impact sur l'environnement. Elle affirme avoir réduit ainsi ses émissions de poussière de 86% depuis 2017. Dans ce rapport, la firme revient aussi sur plusieurs incidents survenus ces dernières années. Je vous propose d'écouter le responsable hygiène, sécurité et environnement au micro de Colline Emerio. Il revient justement sur une fuite qui avait retenu l'attention des militants écologistes en 2019. Préconisé par l'OMS. Ce programme de surveillance, il consistait à mettre en place différents systèmes de mesures. Donc on avait la surveillance de l'air ambiant, la surveillance des dépôts atmosphériques et de la biosurveillance avec des végétaux. On a commencé à tirer certains enseignements de ce programme de surveillance. Il a démarré en 2020, il va se poursuivre en 2021, en 2022. Alors effectivement, sur l'année 2019, on a eu 4 incidents qui ont été présentés en toute transparence pendant la CLIS. Sur ces 4 incidents, on avait 3 incidents dont la durée était inférieure à une demi-heure. Ce qui se passe, c'est que nous, d'une manière générale, on fait beaucoup de maintenance sur nos équipements, de maintenance préventive. Mais c'est vrai que comme sur tout site industriel, on peut avoir des casses. L'événement auquel vous faites référence, peut-être que ça s'est déroulé pendant un week-end, peut-être qu'il a fallu mobiliser beaucoup d'équipes, aller chercher des pièces de réparation. Donc ça peut expliquer peut-être les 24 heures d'arrêt d'installation qu'il y a eu. Maintenant, c'est un arrêt isolé sur toute l'année 2019 qui a duré effectivement quelques heures manifestement. Après de longs mois de fermeture, les restaurateurs aperçoivent enfin le bout du tunnel. Ils vont pouvoir rouvrir leurs terrasses dans un premier temps le 19 mai. Viendra ensuite le temps de rouvrir leurs salles, mais il faudra pour cela patienter encore un peu jusqu'au 9 juin. Les restaurateurs sont donc en pleine préparation pour accueillir leurs premiers clients dans des conditions très strictes. Y trouveront-ils alors leur compte élément de réponse en images avec ce long format signé Colline Emerio et Lucas Ruche. Dans le village touristique d'Ivoire, au bord du lac Léman, c'est la pleine effervescence dans les restaurants qui se préparent au grand retour de leurs clients. Bonjour tout le monde. Bonjour chef. Ça va, ouais. On va tout faire pour mettre en place comme il faut pour être prêt, en respectant, on va voir, s'il faut enlever les tables des chaises, on attend les dernières infos là-dessus, remettre les gels partout, les fléchages au sol. Véritable institution à Ivoire, les jardins du Léman possèdent une terrasse panoramique prisée par les touristes. Oui, nous on a de la chance d'avoir une grande capacité, une capacité assez importante. On va la diviser bien sûr pour respecter les distanciations. Tout ce qu'on nous demandera de faire, on le fera. On est tellement content d'ouvrir que là, on est prêt à faire ce qu'ils veulent. Mais du moment qu'on rouvre, il faut qu'on retravaille. On ne peut pas rester comme ça. Non loin de là, le restaurant du Bateau Ivre s'attelle lui aussi aux derniers préparatifs. Avec une petite terrasse et un protocole sanitaire strict, l'établissement sait qu'il ne sera pas rentable dès l'ouverture. C'est dommageable pour la capacité et puis même pour le fonctionnement de l'établissement. Après, on attend de pouvoir justement être à pleine capacité et pouvoir embaucher en fonction et pouvoir gérer les stocks en fonction également et pas être dans l'incertitude et pouvoir reprendre normalement. Avec l'arrivée de la période estivale et l'assouplissement des restrictions, le maire d'Ivoire s'attend tout de même à un afflux touristique. Peut-être que les Suisses seront intéressés de venir faire des balades à Ivoire, manger sur les terrasses, ça j'y crois. Les gens de la région vont venir sur les terrasses, je pense qu'on aura beaucoup de monde. Et puis surtout aussi, on a quand même un gros port de plaisance et les plaisanciers vont venir à Ivoire sur leur bateau, je pense, puisqu'il n'y a plus la limite des 10 km. Et on devrait, à mon avis, à partir du 19, les terrasses devraient être complètes, s'il fait beau, bien entendu. Mais le côté positif, c'est déjà d'ouvrir. Alors après, s'il pleut ou il ne pleut pas, ça c'est une autre paire de manches. Contrairement à Ivoire, qui ne prévoit rien à ce jour pour ses terrasses, la ville de Chambéry a décidé de donner un coup de pouce financier à ses commerçants. Coup de pouce
qui est le fruit de longues négociations avec les syndicats professionnels. La municipalité de Chambéry nous a accordé pour l'année 2021 la gratuité des droits de terrasse sur toute notre période de fermeture, plus 3 mois. Donc maintenant qu'on a une date qui est le 19 mai, donc on a une gratuité de nos terrasses, des droits de voirie de nos terrasses jusqu'à fin août. Donc ça veut dire qu'on a 66% de remise sur l'année. Ils nous ont également accordé la possibilité d'extension de nos terrasses. Bien sûr, ces extensions doivent se faire avec les accords des services municipaux dans le respect des voisinages et puis des normes de sécurité. Mais c'est une très bonne chose qui n'a pas été faite dans d'autres communes. Le chef de ce restaurant se satisfait de ce geste de solidarité qu'il juge bienvenu. Ah bah là complètement, c'est sûr qu'on va pas cracher sur ces petites autorisations de déborder un peu. C'est sûr qu'on va pas cracher dessus par ces moments-là, quoi. Avec toutes les pertes qu'on va avoir à l'intérieur ou même déjà sur la terrasse avec le protocole, c'est sûr que si on peut avoir 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres de plus sur une terrasse, c'est bon à prendre. Encore en travaux de modernisation, le Morito Bar promet qu'il sera prêt à accueillir ses clients dans les meilleures conditions. J'ai des collègues qui sont partis en Suisse profiter justement de la réouverture des restaurants et tout. Ouais, on m'a dit que c'était blindé, enfin que c'était rempli de monde. Nous après on s'attend à ce qu'à la réouverture ça fasse comme le 2 juin l'année dernière, que ce soit bondé. Après nous on fait au maximum pour respecter les protocoles sanitaires. Crème de cassis, 2 Ricard et du vermouth. Réaliste, le gérant de ce café souhaite un retour crescendo et raisonné dans les bars et restaurants. Là, ce qu'il faut, c'est que les choses, elles reviennent en place progressivement. Et il faut que les gens le comprennent et qu'on retravaille et qu'on se retrouve en gardant des gestes barrières et que la vie reprenne, mais progressivement. Il ne faut pas que ce soit comme l'année dernière où on s'est tous rassemblés et que ça a été un grand n'importe quoi. Et donc, je pense que ça va nous servir de leçon, ça. Les Français devront une nouvelle fois prendre leur mal en patience avant un retour libre des terrasses de leur établissement préféré. Nous sommes à la veille du 8 mai, date de commémoration de la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, des cérémonies sans public auront lieu dans les communes de nos 2 départements. À Annecy, vous pourrez tout de même participer à une visite ludique et inédite autour du thème du souvenir de ce conflit mondial. Un parcours à la recherche de caches placés à travers la ville, accompagné d'un guide conférencier dans le respect, bien sûr, des mesures barrières. Toutes les infos sont à retrouver sur annecy.fr. Un tout autre rendez-vous ce week-end également, une nouvelle marche pour le climat aura lieu dimanche. Plusieurs associations et collectifs ont appelé à cette nouvelle mobilisation partout en France pour protester contre la loi climat et résilience qui a été votée à l'Assemblée nationale mardi. Elle est jugée insuffisante par les militants. À Annecy, ce n'est pas un mais 4 cortèges qui sillonneront la ville. Le rendez-vous est donné à 14h30 à 3 points stratégiques, au Marquisat, devant l'Impérial et devant la gare. Le dernier parcours se fera lui à vélo au départ de la Maison des Eaux et Forêts sur l'avenue de Genève, un événement que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur notre page Facebook. Nous y reviendrons également lundi. Et puis à Chambéry, la manifestation débutera à 14h sur la place du Palais de Justice. Une dernière information avant de refermer ce journal, prudence si vous avez décidé de partir en montagne ce week-end compte tenu des chutes de neige abondantes attendues dans les prochaines 24 heures qui vont venir s'ajouter à celles déjà tombées depuis une semaine. Le risque d'avalanche est important sur tous les massifs en Savoie et Haute-Savoie. Un cumul de 60 cm de neige est attendu au-dessus de 2000 mètres, voire plus dans certains secteurs comme le Chablais et les Aravis. Ces chutes de neige vont s'accompagner de vents forts avec des rafales de 60 à 80 km/h, ce qui favorise la formation de plaques à vent. Et en Savoie, ce sont entre 50 et 70 cm à 2800 mètres en haute altitude, donc sur des couches fragiles qui se sont déjà accumulées. Prenez donc bien toutes vos précautions si vous sortez en montagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo et puis un nouveau tête-à-tête en compagnie de Sébastien Germain. Il est accompagné du directeur de la Turbine Cinéma à Crangevrier. Je vous retrouve lundi avec plaisir pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et très bon week-end.